Vous Me- avez la parole. merci, chers collègues. Bonjour à toutes et à tous. Je suis docteur Hicham Saidi, docteur de l'Université Moulay Ismail de Meknès, et c'est un honneur pour moi de modérer ce panel qui porte également sur la valorisation numérique et préservation du patrimoine culturel africain. Donc, avant de commencer, permettez-moi de remercier les organisateurs de cette journée scientifique ainsi que les participants et nos éminents intervenants pour leur présence. Nous savons que le patrimoine culturel africain est riche et diversifié, mais aussi vulnérable face aux défis modernes, perte de tradition, l'absence de documentation et difficultés d'accès. Dans ce contexte, le numérique, bien sûr, apparaît comme un outil incontournable pour sauvegarder, valoriser et transmettre ce patrimoine aux générations futures. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble plusieurs initiatives qui aillent technologiques et culture pour répondre à ces enjeux. Donc, notre panel est organisé, bien sûr, comme suit. Chaque intervenant disposera entre 10 à 15 minutes pour présenter son travail et nous citer l'essentiel de son travail. Ensuite, nous aurons une discussion, bien sûr, et une séance de questions-réponses avec le public. Mon rôle en tant que modérateur sera de veiller au bon déroulement des échanges tout en mettant en lumière les points clés de chaque intervention. Permettez-moi maintenant de présenter nos chers intervenants. Le premier intervenant, c'est M. Ibrahim Faye. Il discutera de la préservation de la vulgarisation du discours holo, enjeu de persévération et de vulgarisation des ressources patrimoine et matériel. Deuxième intervenante, Marie-John Didhibo. Il nous parlera des rites et des cultures de la basse Casamance et de leur promotion en tant que patrimoine immatériel. Troisième participant, Amalabam Djibo Martin. Elle abordera la place des Comiens en pays Akin et Agni Jubilin en tant qu'éléments patrimoniaux à préserver. Troisième participante, c'est Madame Nali Rose Nadej, qui discutera le patrimoine ethnologique au Cameroun, numérique, outil de veille à l'ère culturelle de Paul. Notre cinquième participant, elle mettra en lumière la valorisation numérique des artefacts culturels du peuple du sud de Gabon. Et notre dernier participant, c'est Monsieur Bougbo Abraham. Et il nous propose des approches linguistiques pour analyser et valoriser les discours patrimoniaux. Nos chers participants, je vous invite à écouter attentivement chaque présentation, car elle apporte bien sûr des perspectives. Va apporter des perspectives riches et variées de leur thème central. Donc, sans plus tarder, je donne la parole à notre premier intervenant, Monsieur Ibrahima Faye. Monsieur Ibrahima Faye, Oui, je vous reçois. soyez le bienvenu, Monsieur Ibrahima Faye. Euh, Merci. Monsieur Ibrahima Faye va nous présenter son thème intitulé Valorisation numérique du discours oral, Wolofal, enjeu de persévération et de vulgarisation d'une ressource patrimoniale et matérielle. Monsieur Ibrahima, vous avez entre 10 à 15 minutes pour nous présenter l'essentiel de votre sujet. À vous la parole, Monsieur Ibrahima. Merci, monsieur le modérateur, de m'avoir donné la parole. Je salue aussi tous ceux qui sont dans le panel. Et je suis là pour vous présenter mon travail. D'abord, c'est Ibrahim Faye, docteur Ibrahim Faye, chercheur à l'IFAN. L'IFAN, c'est pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est l'Institut fondamental d'Afrique noire rattaché à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Et
pour aujourd'hui, je vais vous entretenir de mon travail, de mon sujet. J'espère que vous recevez le partage. C'est bon pour les autres? C'est bon? Oui, pour moi, c'est clair. Pour moi, c'est clair. C'est clair pour les autres. J'espère que pour les autres, que la présentation de Monsieur Ibrahima est claire. Oui, donc je disais que je voudrais juste partager quelques réflexions par rapport à ma communication, mon sujet d'aujourd'hui qui porte sur la valorisation numérique du discours oral wolofal, enjeu de préservation et de vulgarisation d'une ressource patrimoniale immatérielle. Et avant de commencer, je dois dire aussi que ce travail n'est qu'une esquisse, n'est qu'une feuille de route pour peut-être la prochaine étape qui sera forcément la rédaction d'un mémoire ou bien des articles. Et dans cette opportunité qui m'est offerte, j'essaie ici, juste comme l'a dit Spagnoli ce matin, essayer d'unir, de lier patrimoine, ce que je fais depuis des années, et essayer d'exploiter autant que faire se peut les ressources du numérique pour voir comment vulgariser, comment rendre plus visible ce que je fais à partir de la technologie, de l'information et des communications. Et cette esquisse va nous conduire d'abord à parler d'abord du contexte de justification du sujet, de la revue de la littérature pour voir ceux qui ont déjà travaillé sur le sujet, l'état de recherche, l'état des recherches, et ensuite parler de la problématique, de ma démarche méthodologique, des objectifs que je vise dans ce travail et des résultats auxquels je m'attends. Et pour le contexte et justification du sujet, d'abord, il faut un peu remonter le temps pour dire d'abord qu'est-ce que le Wolofal, dans quelles conditions le Wolofal est né au Sénégal et pourquoi cet intérêt pour ce support de communication, pour cette ressource patrimoniale. D'abord, le Wolofal, si on peut le dire, c'est la version Wolof de l'Adjami. L'Adjami, je crois qu'il y a beaucoup d'entre nous ici qui savent quoi c'est. Euh, L'Adjami, c'est quoi? L'Adjami, c'est cette forme d'écriture, ce support de communication qui est né de la rencontre entre la langue arabe et les langues africaines. Et de cette rencontre-là, les peuples, en tout cas pour la plupart des peuples, des sociétés africaines, Wolof, les Bambara, les Peuls surtout, ont commencé à partir des alphabets arabes à écrire leur langue. Et la version Wolof maintenant de ce support de communication, dont la version Wolof qui a une étoffe esthétique porte le nom de Wolofal, qui est défini par un de nos collègues, Diao Faye, comme une forme d'écriture littéraire qui s'inspire des règles de la poésie arabe, qui adopte tout en adaptant aux réalités phoniques locales les caractères graphiques du Coran pour transcrire la langue Wolof. C'est ça, le Wolofal. Et qui sont les identités remarquables de cette forme de communication, de cette ressource patrimoniale traditionnelle? D'abord, il y a des figures qui se sont imposées, qui sont en tout cas les plus en vue ici au Sénégal, parce que je parle du Sénégal. Il y a Mbaye Diakhaté, il y a Moussa Kam, il y a Libastian, qui ont donné à cette forme d'art, à ce support de communication qu'est le Wolofal, ses lettres de noblesse à partir de la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Et à partir des années 1970, ces figures-là ont commencé à exercer une influence auprès des compositeurs, auprès des artistes, surtout dans la musique, dans les expressions culturelles contemporaines, dans les répertoires de Youssou N'Dour, dans les répertoires de Baaba Maal, dans les répertoires de Thione Seck. On commence à voir que cette forme de littérature-là est adaptée et adoptée par les chanteurs. Et à partir des années 2000-2005, avec le développement des TIC, avec le développement du numérique au Sénégal, 2005 surtout, 2010, on a commencé à diffuser, à stocker, à garder ce support-là, cette forme d'art-là, dans les cassettes, dans les CD, dans des disques durs, etc., etc. Et ça commence à être capté par les TIC. Et et à partir de là,
des travaux bien avant même, des travaux ont porté sur ce support depuis les années 90, avec des chercheurs, en tout cas dans le milieu universitaire. Des chercheurs comme Diao Faye en 1990, il a produit une thèse là-dessus. 99, il a produit une thèse là-dessus. Cheikh Kabir Mbaye en 2006, Fallou Ngom, que beaucoup connaissent dans ce milieu, de l'Ajami et du Wolofal, a écrit plusieurs articles là-dessus. Pape Saliou en 2019 a écrit une thèse sur une des figures dont je citais le nom tout à l'heure, mais et moi-même en 2021, j'ai produit une thèse sur ce support, sur cette forme de communication. Et il y a un autre chercheur du nom de... tous ces chercheurs-là ont exploité, ont analysé, ont fait des travaux sur les enjeux idéologiques, sociaux, politiques, éducatifs du Wolofal. Et il y a un autre chercheur du nom de Ibrahim Wan qui a beaucoup, lui, quand il explore, quand il mène un travail sur le Wolofal, il met l'accent sur ses influences avec la musique moderne. Et il a écrit 2 à 3 articles là-dessus pour voir quels sont les rapports d'influence entre le Wolofal et la musique moderne des années 1970 ici au Sénégal. Donc, la question de la préservation et de la vulgarisation numérique de l'art Wolof, est une question périphérique, en tout cas dans les milieux universitaires. On dirait que je suis un peu dans un terrain vierge. Dans un terrain vierge, pratiquement, il n'y a pas de travaux à notre connaissance qui ont été faits dans ce domaine. Et partant de là, de ce constat, j'ai essayé de poser la question centrale qui sera, si vous voulez, le fil conducteur de mon travail. Je me suis posé la question de savoir en quoi l'éthique, les technologies de l'information et de la communication, c'est-à-dire le numérique, comment peut-il être un lieu de préservation et de valorisation numérique des ressources patrimoniales wolofales? Ça, c'est la problématique autour de laquelle va se greffer un certain nombre d'hypothèses, notamment les ressources numériques peuvent-elles déplier, amplifier l'éventail du wolofal? Le numérique peut-il ouvrir au wolofal un nouveau cadre de transmission? Euh, Parce que le Wolofal, ici, j'explique un peu les cadres de transmission, de composition et du Wolofal, notamment, c'est d'abord les cours maraboutiques où le Wolofal est né à ses débuts dans les cours des marabouts, dans les cours des sérignes, comme on le dit ici chez nous. Il y a toujours quelqu'un de proche, de très proche du marabout qui essaie qui est un érudit, qui commence à composer des poèmes, qui commence à composer des épopées, des hagiographies, des panégyriques à l'endroit surtout de son marabout. Et c'est dans ce milieu-là que le Wolofal est né. En plus, il a évolué pour être capté par les musiciens et il se retrouve sur les scènes musicales. Maintenant, moi, mon objectif principal, c'est comment maintenant déplacer le Wolofal qui quitte des cours maraboutiques aux scènes musicales, maintenant, pour maintenant verser ça dans le numérique, c'est-à-dire euh, lui ouvrir un nouveau cadre de transmission. L'objectif principal, c'est ça. Et au fil de mon travail, j'essaierai de voir comment cela peut se faire. Et comme troisième hypothèse, la valorisation numérique est-il un moyen d'accroître la taille de l'audience des créateurs de cet art? Parce que qui dit démultiplication des cadres de transmission dit forcément l'extension de l'audience. Ça permet au moins aujourd'hui avec même si le taux de pénétration de l'Internet est un peu faible, de toutes les façons, ça va permettre d'accroître l'audience, si vous voulez, de cet art-là qui peut se retrouver, en tout cas, dans d'autres milieux, dans d'autres espaces, etc., etc. Et pour terminer avec les hypothèses, le numérique est-il un moyen qui dématérialise cette source patrimoniale? Et pour la démarche méthodologique, donc, nous allons, qui conduit d'abord d'une part à la constitution, donc ce travail sera axé autour de 2 parties, d'abord une partie théorique et une partie pratique. Dans la partie théorique, j'essaierai de constituer d'abord le corpus d'études à travers un exercice de collecte, de notation
de documents sonores et visuels et de documents papier surtout, et auprès d'informateurs que nous, durant la rédaction de notre thèse, que nous avons déjà ciblés. Et après cet exercice va permettre de baliser le chemin, de revenir sur sur les clarifications conceptuelles pour mieux asseoir notre démarche et mieux donner les outils de compréhension de ce que nous voulons dans la pratique. Et dans la pratique, nous passons à l'étape de la valorisation numérique de ce fonds qui se fera en deux étapes. J'ai dit trois ici, mais c'est en deux étapes. D'abord, dans un premier temps, la vulgarisation se fera dans les médias sociaux d'abord, à travers des comptes Facebook et Instagram que nous aurons créés et dans lesquels nous allons essayer d'insérer de courtes vidéos dans lesquelles le Wolofal, ses orateurs, ses spécialistes seront présentés et après cela, nous espérons en tout cas atteindre un public plus vaste, hétérogène, analphabète et non analphabète. Et chaque vidéo postée ou document inséré sera accompagné d'un commentaire qui offre aux visiteurs un cadre de réappropriation et de discuter sur le support en question. Et dans un deuxième temps, nous procéderons à la création d'un site web, wix.com, qui héberge l'ensemble des supports que nous aurons collectés, que ce soit des supports sonores, visuels, papier, qui portent sur le patrimoine wolofal. Cet espace web est spécialement conçu pour la valorisation numérique de cet art, diffusera par ailleurs des savoirs de seconde main en rapport avec ce domaine, des entretiens, des reportages, des conférences, etc. Et ce travail vise un objectif général et des objectifs spécifiques. Pour l'objectif général, c'est la vulgarisation et la multiplication des cadres de transmission du patrimoine immatériel Wolof à travers les outils numériques. Et pour les objectifs spécifiques, nous allons essayer d'abord de préserver cette ressource qui circule dans les mémoires des hommes et dans les documents fragiles, guettés par des intempéries récurrentes dans nos pays, et créer pour cet art un espace numérique où il peut être enseigné, enrichi, comparé avec d'autres types d'art. Et, et pour les résultats attendus, maintenant, nous attendons de ce travail qu'il soit un outil qui, grossissant le rang des travaux dans le domaine, et je précise ici que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la plupart des travaux sont en fait en tout cas, sont du domaine de la théorie. Et le côté numérique, en tout cas pour ce sujet, n'a pas été exploité, bien pas à notre connaissance. Donc, ça va permettre de dématérialiser ce patrimoine-là, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui se situe dans la mémoire des hommes, mais aussi dans des papiers qui sont guettés par des intempéries. Nous attendons aussi de ce travail qu'il soit un cadre d'apprentissage qui préserve et fait la promotion du Wolofal auprès de la communauté universitaire et du public non académique. Et nous attendons aussi de ce travail qu'il soit un phare qui offre l'opportunité au public de plus en plus connecté, en tout cas pour les jeunes ici au Sénégal. Pratiquement chacun a son smartphone. En tout cas, nous avons une jeunesse hyper connectée ici au Sénégal. De même découvrir les profs. Et cela permettra à ces jeunes-là, à ce public-là, analphabète comme non analphabète, de découvrir la profondeur philosophique et esthétique des écrivains sénégalais en langue locale ayant évolué dans ce patrimoine. Et pour finir, je vous remercie de votre aimable attention et merci de m'avoir écouté, monsieur le modérateur. Je vous remets la parole. Merci. Merci, Monsieur Ibrahima, pour cette présentation précise, bien ficelée, dont vous avez essayé de traiter le contexte, le revue de la littérature, la problématique et la démarche, bien sûr, adoptée et les résultats attendus. Monsieur Ibrahima nous a cité, bien sûr, un nouveau concept de l'art de la Wolfal au Sénégal qui est représenté comme une forme d'écriture littéraire qui s'inspire des règles de la poésie arabe. Monsieur Ibrahima nous a exploré une petite revue de littérature sur ce sujet. Il nous a présenté une problématique qui porte sur en quoi l'éthique peuvent-ils être lieu de
préservation et de revalorisation numérique patrimoniale de Wolfal. Monsieur Ibrahima nous a présenté également méthode, bien sûr, sa démarche méthodologique et le corpus de l'étude. Il nous a présenté également les résultats attendus de cette réflexion. Et bien sûr, il attend qu'il soit un outil à la disposition des universitaires et des publics non académiques, qu'il soit un cadre d'apprentissage qui préserve et fait promotion de Wolofal. Et enfin, qu'il soit un cadre qui puisse être un phare qui peut être une opportunité au public de plus en plus connecté pour mieux découvrir la profondeur philosophique esthétique des écrivains sénégalais. Merci, Monsieur Ibrahima, pour cette présentation. Maintenant, j'essaie de donner la parole à Madame Nager. Oui, monsieur, je suis là. Soyez le bienvenu, Madame John Nager. Votre contribution euh, sera portée sur une présentation d'une thématique d'actualité. Je vous cède la parole et je vous donne entre 10 à 15 minutes pour nous présenter l'essentiel de votre travail. Merci, Madame Marie. Oui, merci, monsieur le modérateur. Merci de m'avoir donné la parole. Merci beaucoup. Bonjour, chers membres du panel. Je suis ravie de faire participer, je suis ravie de participer à ce panel aujourd'hui. Je me nomme Marie-Jeanne Diédhiou. Oui, j'essaie de partager l'écran. J'espère que l'écran... je suis Marie-Jeanne Diédhiou. J'ai eu ma licence à l'université Saint Diop de Dakar, mais j'ai pas pu terminer mon circuit de master, mais j'ai eu à faire une maîtrise de transport logistique. Et actuellement, je fais partie du programme de validage. Monsieur, est-ce que l'écran est visible? Oui, Oui, c'est bon, c'est bon. oui, c'est bon. Vous pouvez commencer, Madame Marie. Je suis là pour vous présenter mon projet de recherche que j'ai eu à traiter, qui a pour thème rythme et culture de la base Casamance, la valorisation du patrimoine culturel. J'ai eu à faire comme sommaire l'introduction, le contexte et justification du sujet. Nous aurons la problématique de recherche, les objectifs du projet, les définitions des différents concepts, la démarche méthodologique et la conclusion. Pour l'introduction, j'ai essayé de définir le patrimoine dans différents contextes. Le patrimoine culturel est également défini comme héritage. Je vais essayer de déplacer. Excusez-moi, je vais essayer de décaler cette fenêtre pour pouvoir. Oui, vous pouvez continuer, Madame Marie. Oui, comme un héritage d'objets de sciences physiques et attributs intangibles d'un groupe ou d'une société qui sont héritiers des générations passées, conservés dans la présente et accordés au profit des générations futures. Il représente l'histoire de l'humanité, sa relation avec l'univers,
ses réalisations et ses découvertes. En effet, il est la manifestation actuelle du passé de l'humanité et fait référence aux lieux, monuments, vestiges, archéologiques, biens historiques, religieux, culturels, intérêts esthétiques et même les savoir-faire et des coutumes est transmis au reste de la communauté d'une génération ou à d'autres communautés. Mais avec la mondialisation, on a vu différents risques qui menacent cet patrimoine, cet héritage culturel au détriment du nouveau mode de vie, souvent étranger. Cette rupture avec le passé se manifeste dans la région de la Basse-Casamance, notamment à Ziguinchor, et pourrait accroître en absence d'une gestion touristique du patrimoine culturel, pouvant engendrer des marginalisations des expressions culturelles. Ainsi, c'est dans ce contexte que on s'est basé pour peut-être apporter des solutions ou voir comment valoriser ce patrimoine qui est en train de se disparaître de fur et à mesure, vu avec de nouveaux modes de vie. Contexte et justification du sujet. Patrimoine culturel. D'après l'UNESCO, le patrimoine culturel ne s'arrête pas aux monuments et aux collectes d'objets. Il comprend également des traditions et les expressions vivantes, comme les expressions vivantes. Il comprend également des traditions et des expressions vivantes de nos anciens qui se sont transmises de génération en génération et représentent l'histoire de l'humanité, des réalisations, des réalisations, des événements festifs, des connaissances et des traditions et des pratiques concernant la nature, l'univers, les connaissances, les savoir-faire. Elle est aussi le reflet du passé d'un pays. Elle intègre une partie, la vie quotidienne d'un pays, son héritage en commun, ce qui lui permet de se diversifier dans une autre communauté. Il permet de s'identifier, c'est une valeur, un repère pour toute une communauté, une génération. Il doit être mieux conservé, protégé, sauvegardé et valorisé. La problématique de la diversité des expressions culturelles va à divers caractères avec plusieurs ethnolinguistiques. En effet, beaucoup de langues nationales y sont parlées et y trouvent une identité afro-portugaise. À Ziguinchor, il y a une croisade de beaucoup de langues, notamment celle des Diola et des Baïnou. Les Diola sont divisés en plusieurs groupes qui parlent différentes langues. Elles se caractérisent par leurs pratiques religieuses traditionnelles conservatrices. Et avec cette population, nous avons eu une autre groupe migratoire venu de la Guinée-Bissau à cause, à cause de la position que la région offrait pendant la période coloniale. Vu que Ziguinchor était un carrefour commercial, les peuples Mancagne et Manjac et Mancagne, venus de la Guinée-Bissau, étaient là aussi. Et Ziguinchor composait deux groupes ethnoculturels, notamment les Diola et les Baïnou, comme je le disais tantôt. Ces groupes caractérisés par leur richesse culturelle à travers des modes de vie très attachés aux croyances religieuses. Traditionnellement, avec la diversité linguistique, les Diola sont subdivisés en plusieurs dialectes et ont composé, et chacun possède sa propre langue.
chacun possède sa propre langue. L'abs- Désolée, je me suis un peu perdue avec la présentation. Je m'excuse. L'absence, vu que avec beaucoup de diversité culturelle et avec la menace de la mondialisation, l'absence d'un musée et d'une maison de culture dans la ville de Ziguinchor démontre la lecture d'une gestion de patrimoine qui pourrait ralentir le développement économique de la commune. L'UNESCO souligne la nécessité d'intégrer la culture en tant qu'élément stratégique dans les points nationaux et internationaux de développement. Pour ce faire, il faut d'abord s'identifier et inventoriser les pratiques sociales dont les communes et les individus connaissent comme faisant partie de leur patrimoine culturel. Comment assurer la conservation et la valorisation du patrimoine? Pour l'inventoriser, nous avons des pratiques comme celui du bois sacré, les pratiques de circoncision, la lutte des jeunes et des sages accompagnés des max. Ces max signifient des esprits de la forêt qui se manifestent par période et qui sont là pour une bonne raison. Ça veut dire que ces esprits ne sortent pas pour sortir. Ils sortent à un moment bien déterminé où, quand on a besoin de ces esprits pour régler quelque chose, on les fait sortir. C'est genre de pratique. Et pour, pour assurer la conservation de ces pratiques et la valorisation du patrimoine culturel de la base Camargue dans un contexte de développement, social. L'objectif de cette recherche, l'objectif de ce sujet de mémoire est d'étudier comment on pourrait connaître plus le patrimoine culturel de la base Casamance. Ça veut dire dans le monde entier, de comment faire connaître plus les expressions de la culture, du patrimoine immatériel, les savoir-faire, les pratiques artisanales, la tradition orale, comment les conserver, comment créer des musées peut-être, des musées virtuels, pour permettre à ces conservations de ne pas disparaître dans le futur à cause des menaces qu'elles sont subies. Les objectifs spécifiques pourraient y inclure l'organisation des activités culturelles et touristiques de la base Casamance à travers son patrimoine, créer des foires, des manifestations publiques pour montrer leur patrimoine, leur savoir-faire, car il y a d'autres peuples qui n'arrivent pas à exprimer, il y a d'autres peuples qui n'arrivent pas à s'identifier dans le patrimoine culturel. Quand il y a manifestation et que peuple sort, on demande c'est quel genre de peuple, où il habite, dans quelle localité sur le site, alors que c'est une population qui fait partie de la base Casamance, mais que personne ne connaisse à travers son patrimoine. Mettre en place des musées culturels qui pourraient attirer des touristes et permettre aussi le développement artistique culturel. Dans la base Casamance, on pourrait bien créer un musée où collecter, où sauvegarder et valoriser le patrimoine en attirant en même temps les touristes et permettre le développement artistique et culturel. Et pour cela, Madame la Marie, création de ce mouvement, Madame Marie, il vous oui, reste 5 minutes. Il vous reste 5 minutes. d'accord, monsieur. La création de ce musée pourrait favoriser l'emploi des jeunes,
Ceci, définition des différents concepts. Le patrimoine culturel, qui est un héritage tangible, intangible, hérité d'un groupe ou d'une communauté issu des générations précédentes. L'immatériel dépend de ce dont la connaissance des traditions, des savoir-faire, des coutumes transmis au reste d'une génération en génération et d'autres communautés. Il n'est pas seulement apprécié en tant que bien culturel à titre comparatif. Pour caractère exclusif, sa valeur exceptionnelle. Il se développe à partir de son enrichissement dans une communauté et dépend aussi de la connaissance des traditions, des savoir-faire. La valorisation qui consiste à mettre en avant et à promouvoir une chose pour la société. La démarche obtenue. La démarche pour réaliser ce projet, nous avons adopté différentes méthodes. La recherche documentaire, qui est une étape de travail à réaliser avant de se lancer dans une. Elle permet de collecter les informations grâce à l'étude officiellement universitaire, les recherches documentaires. Nous avons aussi les entretiens de terrain qui nous ont permis de collecter des informations. Cette méthode permet de récolter et d'analyser plusieurs éléments, la vie, l'attitude, les sentiments et les représentations de la personne interrogée, contrairement au questionnaire. Les traitements de données qui sont parfois tirés d'une information de. Les traitements de données consistent à examiner les données pour en tirer des informations permettant des décisions ou d'approfondir les connaissances. Elles sont souvent recueillies de manière désordonnée pour qu'il faut les ordonner. Pour le résultat attendu de ce projet de mémoire, le projet de mémoire, à la fin de ce projet de mémoire, désolé, que le projet a contribué au moins au développement du patrimoine de la basse Casamance, notamment dans la région de Ziguinchor, par la création d'un musée régional accessible au public et qui va permettre à favoriser l'emploi et la valorisation numérique par une musée virtuelle qui pourrait multiplier les activités culturelles et touristiques de la basse Casamance à travers son patrimoine. En conclusion, la valorisation et la conservation et la production du patrimoine en général est un enjeu crucial pour l'avenir. Le potentiel culturel des régions du Sénégal, on commence, mais, mais pas suffisamment valorisé auprès de la population locale. Il est important de souligner que la gestion du patrimoine culturel doit ainsi considérer dans le cadre du développement socio-économique de la région. Elle est réellement contribué à la création de l'emploi et du développement d'un tourisme culturel et durable tout en préservant l'identité et les valeurs. Merci, monsieur le modérateur, de m'avoir donné la parole. Merci, Madame Marie-John Edith Hibou, qui a nous présenté son thème qui porte sur les rétriculture de la basse Casamance. L'auteur il nous a présenté une petite introduction, plus le contexte, les justifications des sujets. Il nous a défini, bien sûr, le concept de patrimoine culturel, la problématique de la recherche. Il a mis l'accent sur la ville de Zengish, auquel il a mentionné en absence de musées et de maisons de culture. Il a mis l'accent sur que l'UNESCO a incité sur l'intégration de la culture
national et international du projet de développement. L'auteur nous a présenté également la démarche et la méthodologie de recherche qui porte sur la recherche documentaire et l'entretien de terrain. Et enfin, il nous a présenté les résultats attendus de ces thématiques auxquelles elle va contribuer au développement de la base de la Casamance au Sénégal. Merci, Madame Marie John Didhibo. Donc, je passe automatiquement la parole à Amalaman Djibo Martin. Amalaman Djibo Martin. Oui, merci infiniment, monsieur le modérateur. Je partage rapidement mon écran. Et est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien et je vous donne, Monsieur Amalaman Djibo Martin, entre 10 à 15 minutes pour nous présenter l'essentiel de votre thématique qui porte sur le combien ont payé Akan et Agni Djabala de Côte d'Ivoire, un patrimoine C'est- culturel africain à pérenniser. À vous Exactement. la parole, Monsieur Amalaman. Merci infiniment, monsieur le modérateur. Et à la suite de tous ceux qui ont succédé depuis ce matin, je voudrais, à mon niveau également, dire grand merci aux organisateurs, surtout à Ghislain et à tous ceux qui ont donné un peu de leur temps pour qu'aujourd'hui, cette troisième journée scientifique du réseau ait lieu. Et la belle thématique sur laquelle porte notre troisième journée est tellement intéressante que j'ai dû, si vous l'avez suivi un peu, changer de communication parce que la première communication que j'avais proposée, à mon sens, ne cadrait pas avec la thématique euh, qui avait été retenue, notamment la thématique sur art, archives et humanité numérique vers une redéfinition du patrimoine culturel africain. Et au vu de cette thématique de cette troisième journée, alors, j'ai l'honneur de vous présenter cette communication intitulée Le combien en pays à Caen, en pays à Caen et à Gablin de Côte d'Ivoire, un patrimoine culturel africain à pérenniser. Alors, je tiens à indiquer que je suis socio-anthropologue, je suis maître de conférence à l'université Pelofolo Koulibaly de Korogo en Côte d'Ivoire et je suis par ailleurs membre du réseau et j'ai l'honneur de présider euh, le comité scientifique de cette troisième journée qui nous réunit depuis ce matin. Alors, ma communication va s'articuler autour de ce plan classique-là, une petite introduction, une méthodologie rapide que je vais vous présenter, quelques résultats et enfin une conclusion. Alors, en termes d'introduction, il faut dire que le, cette communication explore le riche patrimoine culturel ivoirien, mais une partie de la Côte d'Ivoire que vous devrez savoir est une colonie de la France depuis 1893 et qui a eu son indépendance en 1960. Mais avant l'arrivée du colon français, les acteurs vivaient dans des espaces qui leur étaient appropriés et chacun dans son aire culturelle bien déterminée. Et c'est longtemps après qu'avec la colonisation, une frontière va être tracée et des sociétés, des communautés, des cultures diverses vont se retrouver embrigadées dans une frontière et dans un pays qu'on va dénommer Côte d'Ivoire. Et donc, dans ce grand ensemble culturel qui va embrigader les frontières ivoiriennes, on va avoir quatre grands groupes ethno-culturels, notamment le grand groupe ethno-culturel Akan, dont est issu les premiers dont nous allons parler. Mais vous aurez aussi le grand groupe ethno-culturel Krou,
le grand groupe ethno-culturel Gou et le grand groupe ethno-culturel Mandé. Alors ici, sur cette carte, vous apercevez très bien les quatre grandes aires culturelles qui structurent la Côte d'Ivoire en tant que pays. Donc, d'un point de vue anthropologique, voilà la Côte d'Ivoire présentée avec ses spécificités culturelles. Vous avez dans toute la partie Est ce grand groupe qu'on appelle les Akans, qui sont d'ailleurs, d'un point de vue démographique, les plus nombreux, d'un point de vue statistique. Euh, et à côté, vous avez le grand groupe Mandé, qui se subdivise normalement en deux sous-groupes, les Mandés du Nord et les Mandés du Sud. Et vous avez un autre sous-groupe aussi qu'on appelle les voltaïques ou les gours. On préfère plus l'appellation gour au lieu de voltaïque, mais les deux appellations sont valables. Et vous avez enfin le grand groupe Kou, qui est, elle, enfin, ce groupe ethnique qui est frontalier au Libéria. Donc, vous voyez, d'un point de vue culturel, la Côte d'Ivoire est ainsi structurée. Et nous, c'est justement sur le grand groupe Akan que nous allons, notre travail porte. Et c'est dans ce grand groupe Akan que nous avons mené ce travail de recherche, justement, mais plus précisément dans la localité dans la région de l'Indénié-Duablin actuelle, qui était anciennement la région du Moyen Comoué, mais aujourd'hui qui a changé de nom. Et on appelle cette région la région de l'Indénié-Duablin. Mais c'est plus précisément dans la partie orange que vous voyez sur la carte. C'est dans cette partie spécifiquement que nous avons mené ce travail de recherche ethnographique dont nous présentons un pan des résultats dans cette étude. Alors, au niveau méthodologique, il faut dire que l'étude ici que nous présentons était une étude à la fois quantitative et qualitative. Donc, c'était une étude mixte qui a nécessité, en termes d'échantillonnage, près de 130 acteurs issus de cette institution commune que nous avons recensés et enquêtés. Et aussi, auprès de ces acteurs, il y a près d'une 25 personnes qui ont fait l'objet d'entretiens individuels au regard de la spécificité qu'ils présentaient et au regard des dimensions ou des caractères emblématiques que ces acteurs représentaient pour nous par rapport à un certain nombre d'éléments que nous recherchons dans ce travail de recherche que nous avons conduit sur le terrain. Et il faut aussi également dire que l'étude aussi a été faite d'observation directe, où parfois nous avons pu faire un certain nombre de photographies, et vous en verrez un peu dans les résultats que nous présenterons ici. Donc, le terrain de l'étude, c'est justement la carte que nous avons présentée plus tôt, et c'est dans cette région que nous avons appris à connaître cette institution Chromium et dont nous présentons un peu ici quelques résultats. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir globalement de ces acteurs? Ces acteurs Chromium sont des êtres comme vous et moi, à la seule différence que, en dehors de vous et moi, eux ont été choisis, comme ils le disent dans leur langage, choisis par des entités, donc des esprits qui leur permettent d'être, quand ils entrent en transe ou en possession de ces esprits-là, euh, ils ont la capacité de pouvoir être des médiateurs entre notre monde visible et le monde invisible. Et ces acteurs sont, dans le pays Akan, effectivement, un vrai mythe pour les Akans. Et tous les travaux de recherche qu'on conduit avant nous, de grands anthropologues ivoiriens comme Essam Séraphin, démontrent effectivement que cette institution initiatique est pilotée vraiment par des acteurs qui relèvent vraiment du mythe et du mythe Akan. Donc, c'est effectivement une réalité culturelle observable dans ce grand groupe Akan que nous avons montré tout à l'heure sur la carte. Et ces acteurs ont cette particularité d'être aussi des guérisseurs et à la fois des médiums. Des médiums. Donc, en tant que guérisseurs et médiums,
ce sont ces acteurs qui, avant l'entrée des colons et avant la colonisation, et ils étaient ceux-là même qui assuraient, d'un point de vue médical, tout ce qui était soins de santé au regard de l'art exotique et, et mythique qu'ils pratiquent. Donc, ils ont la capacité de faire de la divination. Ils ont la capacité, à travers cette divination, d'être en contact avec le monde des ancêtres et le monde des vivants. Ils ont également la capacité, avec cet art divinatoire, d'être en contact avec le monde des humains et le monde des esprits ou des génies. Et donc, par cette posture, ils sont entièrement des prêtres et des prêtresses traditionnels au vrai sens du terme, parce que c'est ces acteurs également qui officient la religion traditionnelle dans cette partie du pays. Donc, en effet, les Comiens sont donc dotés d'un pouvoir et de prévention du malheur et le cas échéant de la guérison. Et justement, dans cette partie du pays, on a pu voir que ces acteurs-là travaillent à côté des autorités coutumières, donc les chefs, les rois et les chefs de village, de sorte que en tant que prophètes, en tant que visionnaires, en tant que devins, et ils aident les autorités locales dans leur gouvernance et permettent, grâce à leur art divinatoire, de conjurer le mauvais sort qui pourrait peut-être s'abattre sur les communautés grâce à des sacrifices et des remèdes ou des protections que ces acteurs prodiguent à ceux qui les consultent. Alors, donc, comme vous le pouvez le remarquer, c'est pour devenir combien c'est tout un ensemble d'initiations. On y rentre très jeune et cette institution initiatique nécessite, par exemple, pour sortir en tant que combien, soit 3 ans d'initiation, selon que vous rentrez à l'âge un peu plus jeune, mais sinon 7 ans, 7 années d'initiation. Et après avoir réussi les différentes phases d'initiation, en ce moment, on vous officie de façon publique et communautaire comme véritablement combien, et à partir de là, vous exercez en tant que tel. Donc, comme on l'a dit, le combien il préside et prévient le malheur et les épidémies, et vraiment, il suit enfin, une initiation qui vraiment demande un certain nombre de, de, de- d'efforts et d'étapes à franchir pendant les 7 années durant pour pouvoir à la fin être initié et sorti comme acteur commun. Et cette initiation se fait dans ce qu'on appelle les couvents ou les écoles initiatiques. Et dans ces écoles initiatiques, je me réjouis que dans la communication de, de la collègue qui m'a précédé, elle a fait mention de bois sacrés, donc de forêts sacrées ou d'espaces sacrés où ces initiations se font. Et c'est la même chose ici avec ces acteurs. L'initiation se fait aussi bien dans la communauté, mais dans ces portions de forêts sacrées ou d'espaces sacrés qui leur est réservé et au sein desquels on leur apprend à maîtriser les vertus des plantes, les vertus des médicinales des plantes, de sorte à pouvoir à la fin utiliser ces plantes-là pour soigner et pour traiter les maladies de tous ceux qui auront recours à leur médecine. Aussi, on peut rentrer dans cette institution à très bas âge parce que, comme je l'ai indiqué tantôt, ces acteurs ne le deviennent pas de leur fait, mais ils sont soit possédés, on dirait ainsi, possédés peut-être trop fort, mais ils sont habités par des entités depuis peut-être soit leur naissance ou soit leur passage. Et ces entités les obligent à faire cette initiation pour devenir l'élément que vous voyez. Et vous pouvez voir sur ces images que ici, par exemple, nous avons des enfants de très bas âge qui ont été choisis par ces entités-là
et ces enfants-là sont déjà dans des couvents pour pouvoir suivre l'initiation et sortir au final, au bout de cette année d'initiation, sortir comme prêtresse traditionnelle en bonne et due forme. Donc, c'est véritablement une institution qui domine ce pays Akan et cette communauté. Malheureusement, ce que nous constatons ces dernières années, c'est qu'avec le foisonnement du religieux, notamment la pénétration des religions dites révélées, l'islam, le christianisme et le bouddhisme et bien d'autres, cette institution initiatique commence à prendre des plombs dans l'aile, de sorte que la pérennisation de l'institution est aujourd'hui un vrai défi pour les acteurs eux-mêmes. Vrai défi à plusieurs niveaux parce que l'institution est véritablement menacée, mais non seulement menacée par le foisonnement religieux dont je parlais, mais aussi par les questions de pauvreté parce que aujourd'hui, le coût de la vie est tellement élevé et il s'avère que les familles qui ont des enfants ou des personnes qui doivent être initiées à cette institution, le coût de l'initiation est tellement élevé que certaines familles abandonnent et ne parviennent pas vraiment à supporter les charges, de sorte à ce que de plus en plus, on a de moins en moins d'acteurs qui finissent ou qui partent faire leur initiation. Et cela a des conséquences fâcheuses sur ces individus, parce que soit vous les verrez dans les communautés comme des personnes qui sont mentalement atteintes, et ou soit qui deviennent des personnes qui deviennent folles parce qu'elles refusent tout simplement d'aller faire l'initiation parce que possédées par des entités. Alors, on note aussi qu'aujourd'hui, la modernité, la postmodernité, avec tout ce qui va comme nouvelles technologies d'information et de la communication, menace également cette institution parce que aujourd'hui, au nom de la télévision, euh, est surtout menacé parce que Bauman, Zygmunt Bauman, appelle la modernité liquide. Effectivement, nous sommes dans un contexte, dans nos sociétés, nous sommes dans une sorte de liquidification de tout ce qui est institution traditionnelle au regard de la modernité, de l'occidentalisation poussée. De sorte que tout ce que nous avons comme valeur culturelle est mis au second plan. Et aujourd'hui, face à cette modernité liquide, l'institution combien se sent aussi menacée. Mais en tant qu'anthropologue et natif de cette région, j'initie depuis quelques années ce que on a appelé le Festival national des Comiens. Et deux éditions ont pu se tenir, notamment en 2021 et 2023. Malheureusement, nous peinons aussi à mobiliser suffisamment de ressources financières parce que ça demande beaucoup de ressources financières pour continuer l'activité. C'est un grand plaisir pour moi aujourd'hui de présenter tous ces éléments et de voir ensemble avec le réseau comment est-ce qu'on pourrait toujours continuer à capitaliser ce festival que j'ai initié depuis un moment au niveau de la Côte d'Ivoire et peut-être lui donner encore un petit souffle avec l'appui d'autres acteurs, pourquoi pas l'acteur l'appui du réseau pour pouvoir le valoriser davantage et vraiment pérenniser les futures éditions. Voilà en gros, chers amis, ce que je voudrais très rapidement vous présenter pour ne pas dépasser le temps de parole qui m'a été donné. En tout cas, merci infiniment de votre aimable attention. Merci, monsieur le professeur Amalaman, qui nous a présenté, bien sûr, un sujet culturel de très grande importance au Côte d'Ivoire, c'est de le Combien en pays d'Akan et Agni Djubalan. L'auteur nous a présenté l'introduction, la méthodologie et quelques résultats obtenus. Il nous a montré bien sûr la riche patrimoniale et culturelle traditionnelle et religion en pays de Djablan et Aka.
Il nous a présenté également les quatre grands groupes ethnoculturels de la Côte d'Ivoire. Il nous a présenté, on nous a abordé la zone de son étude méthodologique. La méthodologie adoptée était une méthodologie qualitative et quantitative. Parmi les résultats obtenus, il nous a montré que l'eau commune est une réalité culturelle observable chez les Akans. Euh, et également, il nous a catégorisé les guérisseurs à la fois médium, prêtre et médiateur entre les humains et les esprits. Il nous a présenté également, enfin, les menaces de l'institution de la commune. Merci beaucoup, monsieur le professeur Amalaman. Je cède automatiquement la parole à notre quatrième intervenante, Madame Nazli Rose Nadej, où elle explosera l'utilisation de la numérique pour surveiller et préserver le patrimoine ethnologique au Cameroun. Merci, monsieur le professeur. Et j'espère d'attendre la fin de ce panel pour nous discuter plus davantage votre sujet. Merci, monsieur Amadaba. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci. À vous la parole, madame. Nadège. À vous la parole, madame Nadège. Madame Nadège. Oui, bonsoir, bonsoir, professeur. Vous Bonsoir. Oui, donnez-moi quelques minutes, le temps de partager mon écran pour pouvoir commencer. Merci de me passer la parole. C'est quoi ça? J'ai un peu de difficultés. Accordez-moi quelques minutes à partager mon écran. Donc, ça marche très bien, Madame Nadège, qui va nous présenter son thème qui porte sur le patrimoine ethnologique au Cameroun, numérique, outil de veille de l'ère culturelle, Paul. À vous la parole, Madame Nadège, et je vous prie de ne pas dépasser entre 10 à 15 minutes et de nous aller directement vers l'essentiel. Merci et à vous la parole. Ok, merci. Je vais directement vous présenter le plan de mon travail sur je l'ai quelques points. J'ai commencé par une introduction dans laquelle je ressors la problématique, le contexte de justification, les objectifs, le résumé la revue de la littérature, l'hypothèse, la méthodologie, les résultats probables attendus et les mots-clés. Donc, la culture, nous, dis- je, nous allons donc commencer par le petit résumé dans lequel je ressors la problématique. Euh, la culture camerounaise est caractérisée par une grande diversité d'aires culturelles liées à la diversité ethnique. Cette multitude de langues a amené le politique à regrouper les cultures traditionnelles en quatre groupes culturels que sont les culturels Fambeti, qui regroupent le centre, le sud et l'est du Cameroun, les culturels des Grassfields, qui regroupent l'ouest, le nord-ouest et le sud-ouest, les culturels Sawa, qui regroupent le littoral, les culturelles soudano-sahéliennes qui regroupent le nord du Cameroun, l'extrême nord et la Damawa. Ce regroupement géographique ne permet pas à toutes les cultures de se mouvoir. Le peuple, objet de notre étude, appartient à la région de l'Est Cameroun et au département du Lom-et-Djerem dans l'arrondissement de Bélabo sur le plan administratif. Ce peuple se retrouve à cheval entre les soudano-sahéliennes et les culturelles Fambeti. Comment comprendre que certaines cultures soient moins populaires et mal connues du public que d'autres? Qu'est-ce qui a conduit le politique, pardon, à cette division en aires culturelles de nos traditions?
Quelle stratégie mettre en œuvre pour la sauvegarde et la valorisation des rites et danses traditionnelles? Les traditions peuvent-elles être un facteur de développement? Notre contexte de justification. Le contexte actuel au Cameroun ne permet pas à toutes les cultures de sortir de la léthargie dans laquelle elles sombrent. Nous pensons que le découpage culturel a favorisé cet état de choses. C'est dans cette perspective que pour protéger et transmettre les danses traditionnelles et les rites culturels, Paul, nous avons cru bon opter pour le présent sujet intitulé Le patrimoine ethnologique au Cameroun, numérique, outil de veille de l'ère culturelle, Paul. Ce projet tend à promouvoir à travers les outils numériques et grâce à Internet l'ensemble des rites et danses traditionnelles de la région de l'Est en général et du canton Paul en particulier. Il s'agit ici d'une plaidoirie en faveur de la reconnaissance du patrimoine culturel pôle en général et des danses et rites traditionnels des pôles en particulier. Le canton Paul regorge d'un riche patrimoine culturel aussi varié et diversifié à travers ses danses, ses rites et son histoire, qui retrace son parcours guerrier, la protection de son peuple pendant les razzias, les guerres ethniques et la colonisation. Saisis l'opportunité que nous offre Internet à travers la mondialisation et la globalisation du monde afin de faire découvrir un peuple dans son milieu naturel, de permettre à la culture camerounaise de s'enrichir davantage en lui fournissant ou d'actualiser si cela permettre au peuple de cette région de l'Est Cameroun et du Cameroun tout entier à s'identifier à travers cette culture. Nous allons dans un tableau comparatif, essayer de, plus tard bien sûr, parce que si je n'ai pas pu le faire, dans un tableau comparatif et essayer de ressortir les convergences et les divergences entre les aires culturelles qui sont plus proches du patrimoine culturel du canton Pôle. Nous voyons ici le rapprochement sur le plan culinaire, linguistique, religieux, social, rite, danse et les accessoires traditionnels, afin d'analyser les résultats, les croiser et proposer une esquisse de solution à la lumière des écrits d'autres penseurs. Les objectifs premier objectif, nous allons dresser un état actuel de ce qui est fait en matière de sauvegarde et de préservation du patrimoine culturel au Cameroun en général et du canton Pôle en particulier depuis les indépendances à nos jours. Objectif spécifique, nous allons essayer d'établir le bilan réel des danses traditionnelles et rites culturels en vue de la valorisation, enrichir le répertoire national du patrimoine culturel, promouvoir la culture pôle sur la scène internationale par la création des portails web, réseaux sociaux, etc. Dans notre revue de la littérature, pour ce faire, nous allons faire appel à certains auteurs et documents ayant traité des problèmes de patrimoine ethnologique, à l'instar de l'article de François Gosnold, 2000, Avènement du patrimoine ethnologique de 75 à 84, domestiqué, qualifié l'ethnographie associative, 20e siècle, revue d'histoire numéro 137. Nous avons essayé de lire les mémoires de mémoires de certains étudiants, comme celui d'Ella, le mémoire de Valérie Mengue, le mémoire de Fomokon, qui, quand nous essayons de résumer leurs pensées, ils pensent que la culture peut être un facteur de développement du patrimoine, un facteur de développement et que ils peuvent être inscrits, certaines cultures, au patrimoine culturel mondial. Nos hypothèses, l'inadéquation des politiques de sauvegarde et la valorisation des rites et danses du Cameroun, la modernisation comme facteur d'abandon de nos pratiques traditionnelles. Comme méthodologie, nous allons procéder par l'observation afin de faire une étude comparative des pratiques traditionnelles dans les différentes aires culturelles. Nous allons utiliser un guide d'entretien direct ou semi-direct que nous allons élaborer
avec des personnes que nous aurons choisies pour ce projet, pour la réalisation de ce projet. Et la synthèse sera analyser les données collectées et afin de ressortir, de ressortir un rapport final de recherche. Comme résultat probable attendu, que nos cibles, les cibles que nous aurons choisies pour la recherche, nous permettent justement d'atteindre nos objectifs de recherche, l'accompagnement des pouvoirs publics et traditionnels dans la réalisation du projet. Nous pensons que nous pouvons repenser la politique actuelle de gestion du patrimoine culturel axée sur le découpage des aires culturelles au Cameroun. Madame Rose, Madame Nadji, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Ok, je pense qu'il y a un découpage de son. Donc, je pense que vous avez fini votre présentation. Madame, Madame Nalé, chers auteurs, vous m'entendez? Chers participants. Oui, 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 nous très bien. on vous entend parfaitement. Celle Oui, qui oui, doit... on vous entend. Ouais. Je pense qu'il y Allô, a... oui. Nous avons été coupés quelques minutes, je vous en prie, donc je ne vous entendais plus. Ok, ok, merci, Madame, Madame Nalé Rose Nadège pour cette brève présentation auquel vous avez essayé de nous présenter la culture camerounaise qui est caractérisée par une grande diversité d'aires culturelles liées à la multiplicité ethnique. Vous avez comme objectif de dresser l'état actuel de ce qui a été fait en matière de la promotion, de la préservation du patrimoine ethnologique au Cameroun en général et du patrimoine immatériel de Canton Paul en particulier. Vous avez présenté également une revue de littérature qui est composée des articles et des mémoires de plusieurs auteurs. Donc, euh, vous avez présenté également des hypothèses de votre recherche, la méthodologie qui était composée de l'observation et des entretiens directs et indirects. Et vous avez présenté comme résultat attendu qu'il s'agirait de vulgariser les événements culturels autour de nos danses traditionnelles et d'autres. Et vous avez également souhaité que ce travail sera continué, sera exploité en matière d'une thèse. N'est-ce pas, Madame Nadège? Oui, monsieur. Oui, et enfin, je pense le diapo que je ne l'ai pas vu à cause de problèmes techniques, c'est la présentation des mots-clés. Ah, vous n'avez pas pu avoir la présentation des Non, mots-clés. non, 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 c'est pas un problème. Mais les mots-clés, c'est de préférence de les présenter automatiquement après le résumé, de les citer Ah, d'accord. aussi après de résumer. Et donc, je vous remercie pour cette présentation. J'espère de rester avec nous à la fin de ce panel pour si les intervenants ont une question à vous poser. Je cède la parole automatiquement à Monsieur Moustinga M. Achernak. Monsieur Moustinga, Oui, bonsoir, monsieur le responsable du panel. Donc, merci, je merci, vais monsieur. ici, donc, je Merci. vais ici, ok, donc je vais essayer de partager mon écran. OK. Donc, Monsieur Moustinga va nous présenter un thème qui porte sur la valorisation numérique des artefacts culturels du peuple du sud du Gabon.
À vous la parole, Monsieur Moustinga. Essayez de nous présenter l'essentiel et de respecter le temps qui est autorisé entre 10 à 15 minutes. À vous la parole à Monsieur Moussinga. Oui, merci, monsieur le modérateur, de me passer la parole. Je suis bien monsieur Mutinga Achonak, étudiant en master de recherche Vanipage de l'université Franche-Comté en partenariat avec l'université Cheikh Anta Diop. Donc, je réalise plusieurs années d'expérience sur les projets de recherche et développement. J'ai collaboré avec plusieurs institutions nationales et internationales. Aujourd'hui, je m'intéresse particulièrement à l'étude des patrimoines. Alors, le thème que je vais aborder porte sur un projet qui s'inscrit au cœur des enjeux culturels et numériques de notre époque, donc qui est la valorisation numérique euh, des artefacts culturels des peuples du sud du Gabon, dont les Échira, les Vungu, les Punu, les Lumbu et les Apinji et les Michogo. Alors, il faut dire que euh, le Gabon est un pays riche en diversité culturelle, euh, mais fait face à un défi majeur qui est la faible valorisation et l'accès limité à son patrimoine. Donc, c'est pour répondre à ce problème que le projet Vanucop est mis en œuvre. Donc, en conciliant la tradition, la modernité, ce projet utilise les outils numériques pour préserver et diffuser des artefacts souvent méconnus, tout en répondant aux attentes des communautés locales, du public, que ce soit au niveau national et international. Alors, donc, notre travail a bel et bien un plan. Donc, nous aurons, bien évidemment, que j'ai abordé l'introduction, nous aurons en grande vue les bénéficiaires visés du projet, nous aurons la description du projet, nous aurons le diagnostic culturel, les objectifs, la constitution du corps, du corpus, la méthodologie, le résultat et enfin une conclusion. Alors, donc, le projet Vanucop s'adresse à plusieurs types de publics répondant à des atteintes variées. D'autre part, il cible le monde académique, les institutions culturelles. Il trouvera également un outil efficace pour promouvoir et préserver le patrimoine gabonais. En outre, les communautés locales également et les jeunes sont particulièrement visés pour favoriser leur réappropriation de leur histoire et de leur culture. Par ailleurs, le public int- international, curieux de découvrir la richesse des traditions africaines, peut également explorer ce patrimoine unique africain. Enfin, ce projet offre également aux créateurs contemporains une source d'inspiration en mettant en lumière des motifs, des techniques, des objets historiques pouvant nourrir leur réalisation actuelle. Alors, nous allons passer donc à la description du projet. Alors, le projet consiste à valoriser les artefacts culturels des peuples issus du Gabon, que j'ai cité en amont, qui sont les Vongo, les Punu, en exploitant les données qui sont déjà disponibles, mais aussi en collectant certains outils auprès des différents peuples. Donc, ce projet apporte une valeur ajoutée profonde et multidimensionnelle en mettant ces artefacts à la portée de tous via une plateforme interactive. Il ne s'agit pas seulement de préserver, mais aussi de les réinterpréter pour répondre aux besoins culturels et éducatifs d'aujourd'hui. Ces objets, véritables témoignages de l'ingéniosité de nos ancêtres, montrent leur capacité à innover, à créer des outils et des œuvres complexes sans l'aide des technologies modernes. Cette mise en lumière permet de reconnaître, même sans intervention extérieure, que nos ancêtres possédaient un potentiel d'évolution et de modernisation qui aurait pu s'épanouir de manière autonome. Cela constitue un message puissant, notamment pour les jeunes générations, en leur rappelant que leur histoire regorge de preuves de créativité et de résilience. En explorant ces artefacts, ils peuvent non seulement mieux comprendre leurs origines, mais aussi développer une fierté culturelle qui renforce leur identité et leur lien avec leurs racines. Cette démarche participe donc à une réappropriation collective de l'histoire, incitant à s'attacher à une culture trop souvent oubliée ou souvent sous-estimée. De plus, les artefacts peuvent inspirer les créateurs contemporains dans divers domaines, de l'amour, de l'art, en pensant par la technologie, en intégrant les motifs et symboles traditionnels dans des expressions modernes. Ainsi,
Ce projet ne se limite pas au fait de sauvegarder du patrimoine menacé, il réinvente aussi et, et rend vivant et le connecte aux enjeux contemporains, tout en affirmant que l'avenir peut être nourri par une compréhension et une appropriation riche du passé. Alors, comme diagnostic culturel, le patrimoine culturel des peuples du Sud est une grande richesse et diversité, mais il demeure sous-exploité et difficilement accessible. Mais pour les communautés, et pour les communautés, même pour les communautés locales, donc les artefacts valorisés dans notre société sont majoritairement liés à la spiritualité et aux rituels, tels que des masques, des représentations de génie, des statues, des accessoires, des danses initiatiques. Cependant, un aspect essentiel de ce patrimoine reste peu mis en lumière. Ce sont les objets qui témoignent des techniques ancestrales et qui ont facilité la vie en société. Donc, ces outils ou ustensiles et innovations pratiques qui revêtent de l'ingéniosité et l'organisation sociale de nos ancêtres sont rarement valorisés. Ce projet vise donc à combler cette lacune en mettant l'accent sur ces technologies souvent oubliées, tout en rendant ces artefacts accessibles et compréhensibles au plus grand nombre. Alors, ce projet met en évidence deux défis majeurs. Donc, c'est le manque de valorisation des artefacts mettant à leur disposition auprès des publics, une absence d'appropriation par les communautés locales en raison des insuffisances des moyens pédagogiques et culturels adaptés pour découvrir et comprendre ce patrimoine. Ce projet a l'ambition de répondre à ces défis en proposant une approche inclusive et éducative qui diversifie les objets valorisés tout en renforçant leur accessibilité et leur compréhension. Alors, donc, comme objectif général pour ce projet, l'objectif de ce projet, c'est d'améliorer l'accessibilité et la valorisation des artefacts culturels des peuples issus du Gabon par une plateforme numérique et, interactive. Les objectifs spécifiques incluent identifier et documenter les artefacts, euh, développer une plateforme éducative immersive, enrichir les données avec des descriptions historiques, sensibiliser les communautés locales de leur patrimoine. Alors, de quoi va se constituer le corpus de notre projet? Alors, pour mener à bien ce projet, des ressources variées sont mobilisées. Tout d'abord, les artefacts eux-mêmes, qui incluent les objets, comme je disais, des objets sociétaux, donc des outils et des techniques, des pratiques qui constituent donc c'est la base de ce corpus. À cela s'ajoute l'expertise d'une équipe pluridisciplinaire composée des spécialistes en matière de patrimoine ou de culture. Les développeurs web, dans le cas de ce master, par exemple, nous apprennent des technologies, comment est-ce qu'on peut élaborer un site Internet, et des narrateurs locaux qui pourront nous aider à mieux documenter ces différents artefacts. Alors, en termes de matériel, des outils donc, numériques performants tels que les logiciels, euh, peut-être d'analyse, une plateforme de gestion de contenu. Alors, donc, pour notre projet, nous avons adopté une méthodologie. Alors, euh, donc, il s'agira, pour la mise en œuvre du projet, repose sur une méthodologie par approche qualitative-quantitative structurée en 5 étapes complémentaires, à savoir l'identification et la collecte des artefacts, la structuration des données pour une documentation fiable, la conception d'une plateforme interactive avec des outils multimédia, ajout des récits historiques et sociaux pour contextualiser les objets. On peut aussi organiser des ateliers d'implication auprès des communautés locales. Alors, juste après la méthodologie, nous aurons des résultats. Alors, comme résultat entendu, on peut déjà, dans nos essais, on peut déjà voir que nous travaillons sur un site Internet, donc une plateforme interactive, qui fera, donc c'est l'un des résultats que nous allons atteindre. Alors, en dehors de ce résultat, donc, nous aurons une base de données interactive regroupant, je vais dire, des artefacts variés, conceptualisés, sera mise à disposition. Donc, ensuite, une plateforme intuitive qui permettra une exploration immersive et éducative, accessible à différents publics. Par ailleurs, aussi une meilleure compréhension des artefacts, notamment des objets techniques et pratiques. Donc, une mise en lumière, le rôle dans dans la société traditionnelle en outre, la sensibilisation aussi à la communauté locale, renforçant leur lien avec le patrimoine.
Donc, nous aurons une plateforme, nous aurons des artefacts documentés et cette plateforme va également sensibiliser, également une visibilité renforcée de ces artefacts. Alors, ensuite, donc, pour conclure, je dirais que le projet Vanucop s'inscrit dans une démarche innovante visant à réconcilier tradition et modernité pour préserver et promouvoir un patrimoine souvent méconnu grâce à une plateforme numérique interactive. Il met en valeur l'ingéniosité et l'héritage culturel des peuples du sud du Gabon tout en offrant une opportunité aux jeunes générations de se reconnecter à leur histoire à leur histoire. Donc, par cette initiative, ce projet dépasse la simple conservation pour devenir un outil d'éducation, de création, de transmission à l'échelle locale comme international. Donc, je vous remercie de votre attention et reste à votre disposition pour vos questions. Donc, c'est par note que prend fin ma présentation. Je vous remercie pour votre attention. Thank you. Je crois Allô? que le modérateur est là. Je suis là, je suis là, je suis là. Donc, Ah, ok. je tiens vraiment à remercier Monsieur Moussinga M. Achernak pour cette présentation qui est riche et diversifiée, auquel l'auteur a mis l'importance sur l'intégration des technologies numériques qui offrent une opportunité valorisante pour documenter, préserver et promouvoir les richesses culturelles du sud de Gabon. Donc, il a mis l'accent sur la documentation et la numérisation d'une sélection des artefacts culturels des peuples du sud de Gabon. Et il voudrait également de créer une plateforme numérique pour rendre bien sûr ces interfaces accessibles à un large public et aux chercheurs. Ce projet est un projet de grande importance et qui aura des bienfaits bien sûr pour le peuple du sud de Gabon. Mais la réussite de ce projet nécessite également la mobilisation d'un ensemble des outils et des ressources, tant que matérielles et bien sûr des ressources humaines pour la réussite de ce projet. Et parmi les résultats attendus, que l'auteur voudrait bien sûr inclure une base de données numérique regroupant une sélection des interfaces majeures, chaque pièce étant accompagnée de descriptions culturelles et historiques. Ceci va permettre bien sûr une attractivité culturelle pour les peuples du sud de Gabon. Merci, Monsieur Moussinga M. Achernak. J'espère de rester avec nous à la fin de ce panel pour pouvoir recueillir des questions sur les participants de ce panel. Donc, je cède la parole automatiquement à Monsieur Bougbo Abraham pour nous présenter son thème intitulé Linguistique de l'énonciation et pragmatique linguistique, deux approches linguistiques nécessaires à l'analyse du discours. À vous la parole, Monsieur Gbugbo Abraham. Monsieur Gbugbo Abraham, est-ce qu'il est présent, Monsieur Gbugbo Abraham? Monsieur Gbugbo Abraham? Monsieur Abraham? Il n'est pas en ligne. Donc, Je Euh, pense, Vraiment, Allô, il n'est pas. tonton. Monsieur, Il doit pas être. Bonjour, tonton. Mais j'étais dans le petit voyage là, c'est un peu compliqué. Et j'avais un souci de téléphone aussi. J'ai dit j'étais un peu de déplacement et j'avais un souci de téléphone. J'étais à que Mouila pour l'histoire du mariage là. maintenant, on va céder la parole Oui, à tonton. le dernier participant, Monsieur Gbugbo Abraham. Je pense que Monsieur Gbugbo Abraham n'est pas présent. il n'est pas présent.
Donc, on va essayer d'ouvrir le débat afin de clôture de ce panel. Donc, j'espère s'il y a des questions à poser. S'il y a des questions à poser pour les différents intervenants, je tiens vraiment à les remercier pour leur présentation. Il y a un bras qui est levé, hein. OK, Il y a un OK, bras qui est levé. OK, c'est à vous la parole. C'est moi qui ai levé la main. OK. Déjà, je tiens à vous remercier pour ce panel riche et je tiens à féliciter tous les participants. J'ai eu un intérêt particulier pour la thématique du professeur Amalama qui traite d'une question très sensible, une question que j'ai abordée dans mon constat pendant ma présentation en lien avec tout ce qui est lié à la sacralité. J'ai aussi, je le félicite pour son festival je lui dis tout de go que nous sommes disposés à accompagner, à promouvoir l'initiative afin voilà, d'apporter notre pied à l'édifice du projet. Maintenant, j'ai quelques questions. Euh, Si j'ai bien compris, effectivement, le Kognan fait partie du patrimoine culturel immatériel. Voilà. Et ma question est de savoir comment les communautés Akan et Ani pensent-elles protéger et en même temps pérenniser le Kognan face aux influences extérieures et aux dynamiques de globalisation culturelle. Ceci veut dire jusqu'où ira la valorisation et quelles sont les lignes rouges. Jusqu'où, fera face cette pratique et la communauté par rapport à ce patrimoine. Quelles sont les lignes rouges de façon simple? La deuxième question est celle de savoir, je souhaiterais un peu que le professeur nous édifie sur la question de voilà, quel est le rôle du Kognan? Quel rôle peut-il jouer dans les initiatives contemporaines de valorisation et de transmission des savoirs endogènes, notamment à travers les outils numériques? Donc ici, le souhait que le professeur essaie d'explorer un peu les possibilités de modernisation et de transmission. Merci Mais, de nous donner quelques éclaircissements. Merci. merci, chers collègues. Donc, je cède la parole à Monsieur Amalaman Djibo Martin pour essayer de répondre brièvement à ces deux questions. OK. Vraiment, merci infiniment, monsieur le modérateur, et merci à mon ami Ghislain pour l'intérêt accordé à cette présentation. Merci surtout pour ces deux questions très pertinentes qui me permettent également de compléter un peu ce que je n'ai pas pu peut-être dire dans ma présentation. Alors, concernant votre première préoccupation au sujet de la ligne rouge à ne pas franchir et comment valoriser et pérenniser ce patrimoine qui est immatériel, effectivement, qui est immatériel, mais qui a un caractère beaucoup plus sensible parce que c'est aussi un patrimoine religieux, hein, c'est du religieux, mais c'est aussi surtout euh, un point de la connaissance de ces communautés qui pratiquent cette institution initiatique-là. Alors, la ligne rouge à ne pas franchir, c'est déjà ce que nous vivons et nous avons vécu. C'est par exemple le fait de récupérer un certain nombre d'éléments culturels de cette institution initiatique dans
par des collecteurs des musées et autres, qui parfois viennent collecter des masques ou des statuettes qui sont des objets cultuels de cette institution initiatique et qui très souvent se retrouvent dans les musées au niveau de l'Occident. Et on a des cas où, face à la pauvreté et à un certain nombre de phénomènes, des acteurs soit peuvent soutirer ou vendre de façon frauduleuse certains artefacts qui rentrent dans la pratique culturelle de cette institution initiatique qu'elle convient. Donc, la ligne rouge à ne pas franchir, justement, c'est de ne pas céder, tout ce qui est sacré, ce qui est au cœur de la sacralité de cette institution aux profanes. Et je pense que l'institution en elle-même a son sein des éléments qui lui permettent quand même de conserver le noyau de cet élément culturel et cultuel. Et justement, c'est vrai que la périphérie de cette institution subit des transformations et ça me permet en même temps de répondre à la question par rapport à la valorisation, à la pérennisation. Effectivement, avec la modernité, toutes les menaces que cette institution subit, c'est vrai que l'institution, dans sa périphérie, commence à subir des transformations. Par exemple, l'initiation telle qu'elle était faite il y a 15 ans, 30 ans en arrière, ne se fait plus avec les mêmes rigueurs. Et avec l'apparition aujourd'hui, certaines technologies de la communication, la télévision notamment et certains éléments, vous voyez qu'il y a surtout les vidéos et autres. Donc, il y a cette pratique-là qui n'est pas respectée de façon rigoureuse comme elle l'était il y a des années en arrière. Ça, c'est un élément, mais ça effrite que la périphérie de l'institution, mais pas le cœur, le noyau de l'institution en tant que telle. Ça, c'est un élément. Maintenant, pour valoriser, en fait, c'est un peu ce que je tente de faire à mon humble niveau avec cette initiative de festival, pour non seulement présenter les acteurs de cette institution, mais présenter l'institution elle-même comme un patrimoine, un véritable patrimoine, parce que les acteurs, parfois, n'ont pas connaissance du fait que c'est un vrai patrimoine qu'ils détiennent. On a comme l'impression que c'est juste des acteurs consacrés dans la communauté qui doivent remplir juste une fonction au niveau social et ça s'arrête là. Et justement, en tant que fils de cette région-là et en tant qu'anthropologue, je me dis que à partir du festival, c'est un élément pour nous de non seulement faire connaître cette institution au-delà des frontières du pays à Caen, mais aussi à l'international. Et en même temps, avoir des garde-fous pour pouvoir pérenniser, sinon protéger tout ce qui est sacré au cœur de cette institution. Alors, donc, parlant de la possibilité de moderniser, la possibilité de moderniser, c'est d'abord faire en sorte que l'institution puisse se pérenniser. Et l'institution, pour se pérenniser, vous avez vu, ce sont des humains, ce sont des personnes que les entités, les esprits choisissent. Et quand les esprits choisissent, ces personnes-là doivent faire l'initiation, qui dure parfois 3 ans ou 7 ans. Et cette initiation, aujourd'hui, ça va être très coûteux pour les familles. Parce que l'étude que nous avons réalisée a montré que pour une initiation qui dure 3 ans, les familles déboursent entre 1 200 000, environ 2 000 euros, 1 200 000 et 1 500 000 francs aujourd'hui. Vous voyez, 2 000 euros, ce n'est pas à la portée de tout le monde pour pouvoir accompagner un acteur qui est choisi ou qui est possédé par ces entités-là. Ce qui fait que beaucoup de familles abandonnent parce qu'il y a la possibilité de faire en sorte que la personne ne fasse pas l'initiation, mais il y a d'autres rituels
pour endormir les esprits qui possèdent la personne et ne pas lui permettre de les affirmer. Et pour certaines familles qui n'ont pas les moyens et qui ne veulent pas s'engager là-dedans, avec les religions révélées, notamment l'islam et le christianisme, on va notamment vers certains pasteurs ou certains guides religieux pour les amener à faire des séances de délivrance ou d'exorcisme pour essayer de chasser ces entités ou ces esprits qui possèdent ces personnes. Donc, si on y prend garde à la fin, on n'aura plus d'acteurs qui va faire pérenniser l'institution. Donc, pour moi, en initiant le festival, c'était de montrer l'importance de cette institution initiatique, mais en même temps, c'était une manière pour moi aussi de valoriser ce pan culturel du patrimoine ivoirien, quel ou combien. Donc, voilà, pour ne pas monopoliser la parole, ce que je voulais répondre à notre ami Ghislain et dire aussi que nous sommes très preneurs. Donc, on va garder vraiment le lien pour voir, parce qu'on prépare la 3e édition du festival et c'est vraiment onéreux, c'est un peu coûteux. Vous savez, tout ce qui est culture, très souvent chez nous, avec la pandémie de la COVID, n'intéresse plus forcément tous les acteurs ou les bailleurs potentiels qui pourraient financer peut-être des actions culturelles. Mais on ne se décourage pas et vraiment, on va prendre la tâche pour voir comment relancer la machine pour la 3e édition de ce festival. Merci. Merci pour ces réponses imminentes, Monsieur le professeur Amalaman. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Si vous bonjour, voulez, je peux poser une Bonjour, question? Ah, c'est le vas-y. modérateur. Oui. Je voudrais intervenir par rapport à ces communications. C'est Abdoulaye John. OK. Bienvenue, Monsieur Adolaye Dion. Ouais. Mes questions sont destinées au professeur sur les Comians et à Marie Djedjou. Par rapport au rite montré à ces écoles initiatiques où on nous fait part de détenteurs de pouvoir mystique, des gens qui prédisent l'avenir. Et par rapport à la modernité politique et à l'avènement des religions révélées, ne pourrait-on pas avoir des inquiétudes par rapport à la survie de ces pratiques au regard de la montée des religions révélées? C'est la première question. La deuxième question, par rapport aux enjeux de pouvoir en Afrique de l'Ouest, où des prétendants au pouvoir politique s'adonnent à tout et fréquentent tous les détenteurs de pouvoir mystique pour conquérir le pouvoir. Je ne veux pas citer de nom. Ne pourrait-on pas établir des connexions, des liens entre les prétendants au pouvoir politique et ces détenteurs de pouvoir mystique pour la conquête du pouvoir politique? Si tel est le cas, qu'est-ce que cela pourrait impacter par rapport à ces pratiques? Merci. Merci, Monsieur Abdoulaye Dion. À vous la parole, Monsieur Amalaban. OK. Vraiment, merci infiniment pour l'intérêt à apporter à ma communication. Justement, par rapport à l'inquiétude dont parle M. Ablaye, je crois que je l'ai évoqué dans ma présentation, dans la partie finale. Justement, aujourd'hui, et effectivement, avec les religions révélées, notamment l'islam et le christianisme, constituent vraiment une vraie menace. Et je l'ai indiqué tantôt pour cette institution initiatique-là. Hier, par exemple, c'était une institution dont les acteurs étaient vraiment très valorisés au regard de ce que la culture et la tradition représentaient pour les uns et les autres. Mais aujourd'hui, avec la modernité, l'occidentalisation poussée, ces entités, ces valeurs sont en train d'être reléguées vraiment au second plan. Et effectivement, vous avez raison de le dire, il y a une inquiétude réelle par rapport au foisonnement du religieux, et surtout des religions révélées, notamment l'islam et le christianisme. Et aujourd'hui,
ces acteurs que je vous ai montrés sont perçus parfois même dans les communautés, dans les villages, comme des, des acteurs sataniques ou des acteurs possédés de démons à qui peut-être on ne doit pas peut-être rapprocher, mais au-delà, faut connaître que c'est, et retenir aussi que c'est une religion à part entière. Et ces acteurs se présentent comme des vrais prêtres et prêtresses de ces religions-là. Et justement, pour faire le lien avec la deuxième question par rapport au pouvoir mystique dont ils seraient détenteurs et dont peut-être certains acteurs politiques pourraient en avoir besoin dans la conquête de leur pouvoir. Mais effectivement, ce que vous dites est tellement vrai. Ce sont des acteurs qui sont très souvent consultés et approchés par les acteurs politiques, justement, qui croient en leur en leur art, en leur pratique, en leur art divinatoire, pour soit leur prodiguer des conseils, pour soit leur faire de la divination, ou soit leur préparer des amulettes ou des éléments pour les aider à gagner soit une élection ou à gagner, par exemple, un poste dans l'administration, une promotion quelconque dans l'administration. Donc, ce sont des acteurs qui sont effectivement consultés, mais c'est pas en public, ça se fait dans le secret, ça se fait dans la discrétion totale et aux yeux et à l'insu des regards du public. Sinon, ils sont effectivement consultés. C'est là que justement, on peut saisir une bonne opportunité, justement, et c'est l'idée qui vraiment sous-tend le festival que j'ai initié pour non seulement présenter d'un point de vue culturel d'abord l'importance pour nous de valoriser une telle institution, mais derrière, en valorisant l'intérêt pour nous de sauvegarder cette institution d'abord d'un point de vue culturel, et derrière, si certains croient en la pratique de ces acteurs, c'est tant mieux pour eux de voir que cette institution est pérennisée, sauvegardée et que à la fin, chacun, en fonction de ses croyances ou de sa vision du monde, puisse vraiment en tirer le profit qu'il faut. Donc, effectivement, vous avez raison et nous nous réjouissons de ces belles questions qui nous permettent de vraiment donner toutes ces clarifications. Merci. Merci, Euh, Noël. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Amalaman Djibou, pour ces réponses. Ceci est dû, bien sûr, à l'importance de votre sujet, qui a eu, bien sûr, trois questions successives. Donc, suite à la contrainte du temps, je tenais vraiment à remercier tous les participants pour leur intervention inspirante. Nous arrivons à la fin de notre panel. Je vous remercie chaleureusement pour vos présentations sur des sujets variés et de grande importance. Je cède automatiquement la parole à Monsieur Ghislain. Oui, Monsieur Saïdi, s'il vous plaît, pourrait-on avoir les contacts de Monsieur, du professeur, Malaman. oui, Amalaman, s'il vous Oui, plaît? Oui, oui, je vous mets dans le chat. Je vous laisse mon mail dans le chat, s'il vous plaît. Merci beaucoup. merci beaucoup, Monsieur Amalaman. Je cède la parole automatiquement à Monsieur Ghislain pour clôturer ce panel. Si elle est encore avec nous, Monsieur Ghislain. Sinon, Monsieur Ghislain. Oui, je suis là. OK, vous pouvez clôturer ce panel. Notre panel touche à sa fin. J'ai remercié tous les participants pour ces interventions inspirantes sur des sujets diversifiés. Merci à vous également pour l'organisation de cette très belle journée scientifique. Et à vous la parole, Monsieur Gislain. Merci à vous, cher docteur, et merci, félicitations pour la brillante modération de ce panel. Euh, et merci à tous les communicants, à tous ceux qui sont dans le public. Donc, sans plus tarder, je vais annoncer le prochain panel. Toutefois, je souhaite signaler que je vais envoyer dans le chat le lien pour les, je veux dire pour les présences. Les présences, il s'agit ici de ceux qui n'ont pas communiqué, qui ont participé, qui sont là depuis ce matin,
et qui voudraient bien avoir une attestation de présence qui peut être utile pour des questions administratives, c'est important. Donc, il ne s'agit pas ici, donc ce questionnaire ne s'adresse pas à ceux qui ont communiqué ou ceux qui ont modéré parce qu'ils ont déjà leurs attestations qui sont presque prêtes. Donc, voilà, c'était cette précision. J'envoie dans le chat déjà le lien. Sur ce, je passe la parole au prochain panel à Monsieur Simpson, au docteur, pardon, au très jeune docteur Simpson Dorothy Bandiga que je connais depuis quelques années déjà, avec qui j'ai travaillé, avec qui nous travaillons dans le cadre de tout ce qui est scientifique dans le réseau qui est en train de faire son petit bout de chemin. Alors, je passe la parole au docteur Simpson Dorothy pour clôturer cette journée. Merci. Et j'annonce que M. Brahim Aliani n'est pas présent. Donc, il a été remplacé par M. Joseph Jeff. J'envoie le titre et le nom dans le chat au modérateur pour des formalités d'usage. Merci. Alors, Ok, merci. oui, Ghislain, s'il vous plaît, très rapidement, si vous permettez.